Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Élection présidentielle au Bénin. 33 candidats sont en lice, dont Simon-Pierre Adovélandé, un technocrate chevronné qui œuvre notamment dans les domaines du développement et de l'économie. Nouvel impair de la CPI, alors qu'il était appelé par l'accusation à témoigner dans le procès Gbagbo. La CPI a révélé par inadvertance l'identité de Philippe Mangou, ancien chef d'état-major sous Gbagbo. En République du Congo, les infrastructures routières représentent un enjeu majeur pour le développement du pays. Au cours de ces 15 dernières années, le Congo a vu se multiplier les routes flambant neuves. Au Bénin, on l'annonçait depuis 2011, mais c'est 5 ans après qu'il accepte de s'engager. Simon-Pierre Adovélandé est candidat à l'élection présidentielle du 28 février 2016. L'ancien coordinateur du Millennium Challenge Account, technocrate et spécialiste du développement, est convaincu de pouvoir l'emporter. Deogracias Podo. Candidat à la présidentielle du 28 février 2016, Simon-Pierre Adovélandé compte sur ses atouts pour séduire l'électorat béninois. Né le 12 juin 1959 à Porto Novo, le technocrate jouit d'une bonne expérience dans le domaine économique et notamment en ce qui concerne le développement. Durant ces 25 dernières années, il s'est investi dans la promotion de l'emploi et du secteur privé au sein d'organismes nationaux et internationaux. Aujourd'hui engagé dans la course pour la magistrature suprême, il dresse un bilan mitigé des 10 dernières années de gestion du pays. Nous avons des leaders qui pendant longtemps ont tellement les yeux rivés sur ce qu'ils n'ont pas et ils oublient de voir ce qu'ils ont. Pendant plus de 25 ans, nous avons avec des amis regardé ce que nous avons et voir comment le valoriser pour donner du plus à notre pays. Il y a des qualités et des valeurs que nous portons et que recherchent nos compatriotes et que nous incarnons. Nous avons proposé des solutions qui ont marché et nous voulons le porter à une échelle plus grande. Officiellement, ils seront 35 candidats à se disputer les suffrages suite à la validation des candidatures par les 7 membres de la Cour constitutionnelle. C'est la première fois dans l'histoire politique du pays qu'un nombre si important de prétendants se positionne pour ce genre de scrutin. Mais pour Simon-Pierre Adovélandé, le défi sera surtout de corriger les erreurs du passé et de mobiliser davantage de ressources pour construire un Bénin économiquement solide. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, beaucoup de gâchis. Gâchis en termes de potentiel de ce qu'on aurait pu faire pendant ces 10 dernières années. Il y a eu beaucoup d'intentions, mais la méthode a manqué. Toujours parce qu'on avait dans le rétroviseur les aspects politiques. Et cet aspect a manqué à la gouvernance dans les 10 dernières années. Nous avons des réseaux aussi bien à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Nous avons des amis avec qui nous travaillons et qui sont prêts à accompagner les intentions que nous avons pour notre pays. Selon le calendrier publié par la Commission électorale, la campagne s'ouvrira le 12 février 2016 pour s'achever le 26 février 2016. Samedi 6 février, le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest a invité les acteurs impliqués dans le processus à la tolérance avant ce scrutin. Du vœu de toute la classe politique béninoise, de la société civile et des organismes internationaux, cette élection consacrera une nouvelle transition démocratique au Bénin. Au Tchad, au pouvoir depuis 25 ans, le président Idriss Déby Itno est de nouveau candidat à sa propre succession pour la présidentielle du 10 avril. Il a été investi ce mardi par son parti, le Mouvement patriotique du Salut. On écoute le président tchadien Idriss Déby Itno. Je ne saurais vous cacher la forte émotion que je ressens en cet instant précis, où, en train de s'écrire une page importante de l'histoire glorieuse de notre grand mouvement et où se décide aussi l'avenir de notre cher et beau pays. Cette émotion est également empreinte d'une profonde conscience de la lourde responsabilité devant laquelle nous sommes une nouvelle fois placés avec cette marque de confiance que vous me renouvelez. Et sachez que pour cette présidentielle tchadienne, le dépôt des candidatures débute ce mercredi 10 avril.
Dans le reste de l'actualité également, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré est entré dans sa dernière ligne droite. Les plaidoiries des parties civiles se sont terminées et se seront suivies ces vendredis par celles de la défense. Ce mercredi, c'est au tour du réquisitoire du procureur. Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, est jugé notamment pour crimes contre l'humanité. Il est jugé au Sénégal, où il s'est réfugié depuis sa chute avant d'y être placé en détention en juillet 2013. Les impairs se poursuivent à la Cour pénale internationale dans le procès Gbagbo-Blegoudé. Après l'incident de vendredi dernier, ce mardi, l'identité de Philippe Mangou, ancien chef d'état-major, a été révélée alors qu'il était appelé par l'accusation à témoigner dans le procès Gbagbo. Une nouvelle faute qui pourrait avoir des répercussions sur le déroulement du procès Graziella Tchakounté. L'affaire fait les choux gras de la presse ces derniers jours. 5 février 2016, le nom de plusieurs témoins dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé est malencontreusement dévoilé. Parmi eux, celui du général Philippe Mangou, ancien chef d'état-major de l'armée sous Laurent Gbagbo. La bourde est terrible et les conséquences peuvent être dramatiques. De quoi décrédibiliser davantage une cour déjà très décriée. Le fait que Philippe Mangou, le général Philippe Mangou, ait été démasqué de la sorte, évidemment, est un coup dur pour la crédibilité de la Cour pénale internationale elle-même. Quand on cite quelqu'un dont on garantit l'anonymat et que ce soit dévoilé avec autant de légèreté et de facilité, c'est en soi un vrai problème pour l'institution elle-même, puisque il y va de sa crédibilité. Alors il y va aussi pour la vie sans doute de Philippe Mangou lui-même. J'imagine, contrairement à ce qu'il dit aujourd'hui et qu'il peut dire aujourd'hui, qu'il n'avait naturellement pas envie d'être démasqué. Mais du côté du concerné, on se dit serein et déterminé. Je reste serein et calme. J'avais moi-même envisagé de témoigner sans camouflage, car quand on a la vérité à dire, on ne se cache pas. Je veux parler non pas pour faire condamner qui que ce soit, mais pour permettre aux Ivoiriens et à l'opinion internationale de connaître la vérité. Beaucoup de gens parlent sans savoir ce qui s'est réellement passé. Une sérénité qui trancherait selon l'entourage de Philippe Mangou avec sa colère à l'égard de la juridiction pénale internationale. La protection des témoins au procès devant la justice internationale est cruciale, d'où l'indignation des observateurs, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que la CPI fait preuve de légèreté dans ce dossier. En juin 2013, la chambre préliminaire avait été obligée de rejeter les preuves présentées par la procureure Fatou Bensouda contre Laurent Gbagbo au motif qu'elle n'était pas assez sérieuse et qu'elle faisait une part belle aux informations de seconde main. Sachez que vous pouvez suivre quotidiennement et en direct sur notre antenne le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé, procès qui se tient à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Dans l'actualité ivoirienne également, l'ancien Premier ministre Afin Guessan a été entendu ce mardi par la justice ivoirienne dans le cadre du procès de l'assassinat du général Robert Gueye, ancien chef de l'État et patron de la junte militaire qui a pris le pouvoir en 1999. Le général Robert Gueye a été assassiné lors du coup d'État raté du 19 septembre 2002 contre le régime du président Laurent Gbagbo. Afin Guessan dit ignorer les circonstances de la mort de Robert Gueye. La modernisation des infrastructures routières est un élément capital dans le développement en République démocratique du Congo. Des améliorations ont été apportées. La longueur totale du réseau routier bitumé en 2015 est de plus de 3000 km contre moins de 1000 km au début de l'année 2000. Le point avec Olivia Hieré-Dobré. Moderniser le secteur routier est un enjeu de développement majeur pour le Congo. Le développement des transports s'inscrit dans un plan national des transports visant à mailler l'ensemble du pays d'infrastructures nationales et transfrontalières. Ce plan a été adopté en 2004 par le Parlement congolais en concertation avec les bailleurs de fonds internationaux, parmi lesquels l'Union européenne et la Banque mondiale. La structuration du pays en route en terre, avec revêtement en latérite et autres matériaux viables, se fait progressivement. 5000 km, représentant le quart de l'ensemble du réseau classé, sont déjà ouvertes à la circulation. Ces routes, praticables toute l'année,
constituent des couloirs de prédilection pour dynamiser l'économie rurale. Le réseau routier du pays a connu une grande progression depuis 2002. Près de 1000 km de routes nationales, préfectorales, sous-régionales et plusieurs voiries urbaines ont été bitumées et ou réhabilitées. Ces dernières années, financées sur fonds du gouvernement avec l'appui des institutions financières internationales, plusieurs autres projets d'intérêt régional sont mis en œuvre, parmi lesquels la construction de la route Keta-Djoum entre le Congo et le Cameroun. Ce tronçon régional de 503 km, dont 191 km au Cameroun et 312 km au Congo, inauguré ce mercredi 10 février 2016 par le président Denis Sassou Nguesso, contribuera au désenclavement du département de la Sangha au Congo et à la connexion de celui-ci avec son voisin, le Cameroun. Notre pays, à travers l'œuvre du président Denis Sassou Nguesso, s'est attelé sur la mise en place de ce qui manque pour le continent, donc il manque pour l'Afrique et qui manque pour le Congo, donc la mise en place des infrastructures de base. Parce que nous qui sommes au centre du continent, c'est un puzzle, un maillon du puzzle. Et si le Congo manque d'infrastructures de communication, par exemple, c'est un point bloquant entre le nord et le sud du continent, même au niveau de la sous-région. Vous pouvez venir du Cameroun et vous ne passerez pas en République démocratique du Congo pour aller en Afrique australe, par exemple. Selon le rapport du Fonds africain de développement, ce projet routier répond aux orientations des politiques sectorielles, des transports et des programmes nationaux du Cameroun et du Congo. Les deux pays mettent l'accent sur l'importance de l'aménagement des infrastructures routières du point de vue de leur contribution au désenclavement des zones rurales, à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et à l'intégration régionale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Afrique 24.